Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. D'après une étude du laboratoire d'idées, la fabrique de l'industrie, 155 000 emplois sont menacés dans l'industrie en France. Et cette étude révèle les trois causes. Les trois causes seraient donc le prix élevé de l'énergie en Europe, la mise en place du MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, l'IRA aussi, l'Inflation Reduction Act américain. Alors, il y a 40 ans, l'industrie française était aussi forte que l'industrie allemande. Nous sommes aujourd'hui 2 fois moins performants. La France a perdu 2 millions d'emplois industriels depuis 1980. Nous avons 2 fois moins d'entreprises industrielles que l'Italie. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Xavier Fontanet. Bonjour Xavier Fontanet. Oui, bonjour. Alors, vous êtes ancien dirigeant du groupe Essilor entre 1991 et 2013. Vous êtes auteur du livre Conquérir le monde avec son équipe, la fabuleuse histoire d'Essilor aux éditions Manitora. Et nous sommes avec Laurent Izard. Bonjour Laurent Izard. Bonjour. Alors, vous êtes normalien, agrégé de l'université en économie et gestion. Vous êtes auteur de La France vendue à la découpe et dernièrement À la sueur de ton front, quand la mondialisation crée souffrance, chômage et insécurité aux éditions L'Artilleur. Alors déjà, on va en parler, comment nous en sommes arrivés là. J'ai fait un petit peu le bilan de notre industrie en introduction. Xavier Fontanet, on parle notamment de renoncement des élites mondialistes à une industrie française. Voilà, un renoncement en termes d'indépendance et aussi de souveraineté. Bon, alors écoutez, on va commencer par un désaccord profond. Je crois que dire que c'est un renoncement des élites, c'est un peu facile comme analyse. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle comme élite ? Parce que moi, je suis entouré de gens qui ont passé leur vie à conquérir le monde. Et donc, je crois que votre introduction, on va tout de suite, on va lancer le débat. Je pense qu'effectivement, sur le diagnostic et la perte de part de marché de l'industrie en France, ça c'est vrai, c'était 25% du PIB il y a 50 ans. Alors moi, la grande limite, c'est la mort de Pompidou, hein. La grande limite, c'est à partir de la mort de Pompidou, ça correspond avec la crise du pétrole, mais c'est surtout l'arrivée de Keynes par Stoléru et Giscard qui a été la montée des dépenses publiques. Et il est évident qu'une dépense publique trop élevée ou plus élevée que celle du voisin se retrouve dans les prix de revient. Donc, dans le service, ça n'a aucune importance parce que tous les concurrents ont accès au même prix de revient, hein, et la concurrence est locale. Mais dès que vous êtes dans l'industrie, les prix de revient, vous exportez. Et à ce moment-là, vous êtes plombé, par exemple, par les Allemands qui ont une sphère publique beaucoup plus basse. Donc là, c'est le truc absolument évident. Et il y a un deuxième facteur qui s'explique, c'est que, bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie très heureuse et de voir, en fait, j'ai vu toute ma vie des leaders mondiaux parce que j'ai commencé chez Beneteau, toute petite boîte qui est devenue leader mondial. J'ai travaillé dans les cantines RES qui est devenu co-leader mondial et Essilor qui est passé d'une petite boîte à leader mondial. Donc, j'ai vu 3 fois le coup dans ma carrière. Et il y a une grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est que les industriels français sont très vite rendus compte que, et ça moi c'est il y a 50 ans déjà, hein, que les dépenses, on faisait moins d'argent en France qu'à l'étranger à cause des charges et des impôts. Et donc le business model français est un business dans lequel on a mis des usines dans tous les pays. C'est un business model différent du business allemand où les Allemands sont appuyés sur une sphère publique très compétitive et ont exporté de très grosses usines en Allemagne qui exportent. Alors que les Français, pas comme Essilor ou comme les très grands groupes français qui ont bien réussi, ils ont des tas d'usines partout. Vous voyez ? Donc mais toujours à la base, ça a été la complexité du terrain français et ça a été l'excès des impôts. Quand vous dites que c'est l'élite qui, alors moi j'aime pas le mot élite parce que c'est tellement beaucoup trop vaste, mais quand vous dites que c'est l'élite qui s'est intéressée, ça fait de mal à des gens comme moi. Donc, je suis pas d'accord du tout. Et je suis donc ravi de discuter le coup parce que faut remettre quand même les idées en place, hein, d'accord ? Oui, donc pour vous, c'est une main-d'œuvre trop chère, aussi une taxation trop forte en France. Pour vous, Laurent Izard, il y a eu un renoncement des élites mondialistes pour une souveraineté française en termes d'industrie ? Eh bien, moi, je crois que oui, quand même. Pourquoi ? Parce que je pense, si vous voulez, que à partir des années 70-80, s'est forgé une espèce de consensus autour de l'idée que la France économique de demain, c'était une France
post-industrielle. On rêvait d'une France sans usine. Alors ça ne reposait pas sur des études scientifiques sérieuses, c'était plutôt une mode qui s'est développée et qui s'est propagée depuis les économistes. Moi j'ai encore le souvenir d'une brillante économiste qui écrivait il n'y a pas si longtemps la France se désindustrialise et c'est très bien, c'est magnifique, on va avoir une France sans usine bientôt, c'est parfait. Dans le monde industriel, il y a aussi certains grands PDG, je pense par exemple à Serge Tchuruk, qui ont soutenu cette idée et qui ont, pour Alcatel, défendu l'idée d'une France sans usine. Et ce courant de pensée s'est propagé aux politiques, ce qui fait qu'il y a eu une espèce d'abandon en France de notre tissu industriel. Et il faut voir qu'aujourd'hui, l'industrie en France, c'est à peu près 12% du PIB, alors que dans les pays qui nous entourent, alors l'Allemagne, mais aussi la Suisse, l'Italie, les pays nordiques, on tourne autour entre 18 et 20% encore. Donc il s'est passé quelque chose de spécifique en France, je pense. Alors c'est pas seulement une question d'élite, mais c'est aussi, ça tient aussi à la structure même de l'économie française, au positionnement stratégique de nos entreprises qui se sont centrées sur des productions, je dirais, à faible valeur ajoutée. Ce sont des données franco-françaises, si vous voulez. Et on voit à l'arrivée qu'effectivement, on a perdu, moi je pense qu'on est plus près de 2 500 000 emplois perdus, et ces emplois n'ont jamais été rattrapés. D'autant plus qu'un emploi perdu dans l'industrie, vous savez, en réalité, c'est 3 emplois perdus, parce que l'emploi industriel génère par lui-même 2 emplois de service. Alors, Xavier Fontanet, vous êtes l'ancien dirigeant du groupe Essilor entre 1991 et 2013. Est-ce que vous pouvez revenir sur justement cette aventure? Vous en avez écrit un livre, Conquérir le monde avec son équipe, la fameuse histoire des Essilor aux éditions Manitora. Oui, alors, sur l'affaire, je suis d'accord avec mon ami là, sur Tchuruk. Effectivement, Tchuruk avec l'idée du rêve. Alors, le domaine, c'est que les médias n'ont pas donné assez la parole à des gens comme nous, et on est beaucoup qui disions pas du tout, l'industrie, c'est extrêmement noble, c'est extrêmement intéressant. Et donc, il faut revenir sur tout ça. Et c'est très bien de faire des émissions qui expliquent que c'est important de reconstruire. Moi, j'ai vécu toute ma vie dans des problèmes de délocalisation et de relocalisation. Alors, Essilor était une affaire fantastique parce que c'est d'abord une PME. Bon, c'est pas l'élite, c'est des gars de la Meuse. Il y a, je crois, le seul énarque dans Essilor qui avait quand même, quand je suis parti, 100 000 personnes, c'était le patron de la Chine, qui était un grand vendeur, qui avait passé beaucoup de temps chez Danone pour installer les yaourts Danone en Chine. Donc, c'était un grand industriel. Mais sinon, c'était beaucoup de gazards. Beaucoup de gazards. Et puis, évidemment, énormément d'étrangers, des Américains, des Allemands, des Japonais, des Coréens. Donc, on avait une équipe, des gens très opérationnels. On avait quand même une vingtaine de grosses usines dans le monde entier. Et on avait une centaine de petites usines qui finissaient les verres, vous voyez. Donc, les grosses usines délocalisées, on les a délocalisées parce que je me rappelle très bien, quand je suis arrivé en 90-92 avec le grand patron Brignon des opérations, on était pour de l'automatisation. Et donc, on avait monté 2 pilotes en France pour faire des verres complètement automatisés. Alors, je veux dire, c'est pas compliqué. Tout était robotisé. Eh bien, les prix de revient étaient beaucoup plus élevés que des usines simples en Thaïlande ou aux Philippines. Mais nettement. Et donc, le problème, il n'était pas uniquement sur les coûts de main-d'œuvre, évidemment. Il n'y en avait pratiquement plus dans nos usines. C'était dans les coûts financiers d'amortissement, tous les impôts qui faisait que la charge, alors il y avait des ingénieurs qui coûtaient cher, mais c'était fondamentalement la charge financière qui fait que on avait intérêt à démonter des usines avec des machines très simples et les mettre aux Philippines. Et alors le problème pour nous, c'est qu'on était absolument obligé de le faire, parce que comme nos concurrents japonais et coréens le faisaient, si on ne le faisait pas, on perdait tout. Donc c'était une question de survie. Et on a été obligé de choisir disons la délocalisation pour survivre, et c'est grâce à ça que je vous parle. Sinon, je pense que l'entreprise en 2000 aurait été balayée par les Japonais, notamment Oya, qui avait complètement délocalisé. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est que pour lutter contre les Japonais qui s'étaient délocalisés, on a automatisé les usines délocalisées. Et donc, on a eu des outils absolument phénoménaux. Mais évidemment, les faire revenir ici en France, ça prend beaucoup de temps. Parce que vous cumulez de l'automatisation et la délocalisation, vous voyez? C'est ça qui s'est passé, tout simplement. Et toutes les boîtes françaises brillantes, on a tous connu ça. Donc, alors, il faut revenir à l'origine. Ça a été à l'origine le fait que le terreau français n'est pas assez
n'est pas un bon terreau. Il y a trop de ronces, il y a trop de cailloux partout, et c'est ça qu'il faut retravailler. Hein. Et moi, je suis quand même convaincu que c'est l'excès des dépenses publiques avec toutes les normes et toutes les complexités que ça ajoute, parce que quand on a un fonctionnaire, ça fait des normes, hein, automatiquement. Et il faut revenir, et je pense que c'est possible. Mais alors, il faut revenir sur 50 ans d'excès de dépenses publiques. Hein, donc, c'est du gros boulot. Hein, ça ne se fera pas comme ça. Et aujourd'hui, Essilor, est-ce qu'il c'est donc un leader mondial, mais est-ce qu'il est toujours pleinement français? C'est ça la question. Alors oui, là, si vous voulez, moi, j'ai quitté Essilor en 2013. Et donc, je ne suis pas du tout associé à ce qui s'est passé après. Alors, ce qu'ont fait les nouvelles équipes, ils ont marié 2 leaders mondiaux dans les montures et dans les verres. Bon, et puis, ils ont une politique aussi d'intégration aval. C'est des trucs très lourds. Il faut voir, si vous voulez, ce qui va se passer. Mais bon, je crois qu'Essilor continue à son chemin, puisque j'ai entendu les derniers résultats. Ils ont des percées assez importantes en Chine, si vous voulez. Donc, après, ce qui se passe, si vous voulez, avec la délocalisation, c'est que c'est grâce aux délocs qu'on a gagné la Chine. Une des plus belles, parmi les plus belles positions d'Essilor, c'est évidemment Chine et Inde. Mais ça a été possible de conquérir la Chine et l'Inde que parce qu'on s'était délocalisé. On serait resté en France, on n'y arrivait pas. Donc, en fait, ce mot délocalisation, je vais le mettre en cause. Le vrai sujet, ce serait des problèmes de relocalisation, et on sous-estime complètement les bagarres mondiales. Parce que, si vous voulez, la grande force qu'on a eue en Inde, c'est qu'on savait délocaliser, et donc on a pu mettre des usines dans des régions très pauvres. Et à ce moment-là, dès que vous mettez une usine en région pauvre, vous faites du business dans la région pauvre. Vous comprenez ? Et donc, ça a été pour nous dans un deuxième temps, un formidable tremplin. Donc, il ne faut pas raisonner, vous voyez, il faut voir le truc de façon mondiale. Hein. Et ça dépend évidemment des concurrents. Hein. Si les concurrents sont nunuches, on garde les usines dans les pays développés. Si on tombe sur des durs, et nous, on est tombé sur des très, très durs, vous êtes obligés de... Bon, et nous, ça nous a renforcés. Il est clair qu'on était abattable. Hein, on a fait, par exemple, on a réussi à travailler pour les gens les plus pauvres du monde en Inde. On a fait une très grosse boîte en Inde. Et c'est grâce aux délocs. Sans délocs, on n'aurait pas fait ça. Vous voyez ? Laurent Izard. C'est plus compliqué qu'on croit, le problème. Hein. Oui, bien sûr. Laurent Izard, c'est un succès. Essilor, pour vous, c'est une intégration d'une boîte française dans la mondialisation? Bien sûr, c'est un succès. C'est une entreprise très belle française, un petit peu italienne maintenant quand même. Et c'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez justement pencher là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a peu aujourd'hui de grands fleurons français qui sont pleinement français aujourd'hui. C'est-à-dire on a perdu la plupart de nos grands fleurons industriels qui ont disparu, qui ont été rachetés par des investisseurs étrangers, pour le meilleur ou pour le pire, mais souvent pour le pire. On a aussi, depuis quelques années, beaucoup pratiqué ce qu'on appelait les fusions-égalités, mais ça n'existe pas en pratique. Il y a toujours un gagnant. Voilà. Alors, moi, par contre, je partage tout à fait le constat qui vient d'être fait, à la fois sur le terreau un peu défavorable français pour nos entreprises, en ce qui concerne l'excès de fiscalité, de réglementation, de normes, et puis aussi le constat sur l'impératif de délocalisation. Mais je crois qu'il y a une chose qui est très importante qu'il faut bien comprendre, c'est que si ces délocalisations ont permis à des grands groupes de se développer, ou parfois de survivre, si ça a permis de gagner des marchés, notamment en Chine et en Inde, ça a aussi eu un impact négatif parce que nous avons, volontairement ou non, transféré des technologies. Et à l'arrivée, ces transferts de technologies nous reviennent comme un boomerang dans la figure. Vous savez, je vais vous prendre juste un exemple très concret pour illustrer. Il y a une entreprise chinoise que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Seol. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors non, elles sont inconnues, comme toutes les entreprises chinoises automobiles. On connaît un petit peu Dongfeng, FAW, SAIC, mais voilà. Alors, il se trouve que cette entreprise vient de commercialiser une voiture électrique en Chine, qui est à peu près équivalente de la Clio chez nous, et qui est commercialisée à 5 200 €. Vous voyez, 5 200 € pour une voiture électrique. Bientôt, ça va arriver en Europe et en France. Avec la prime d'État qui tourne autour de 5 000 €, ça veut dire que la Chine est capable de proposer des voitures quasiment gratuites. Voilà. Ils attendent le feu vert du gouvernement chinois pour déclencher l'offensive. Que va devenir l'industrie automobile française? Et bien justement, on va en parler juste après parce qu'il est 8h. On revient avec vous, Laurent Izard, là-dessus. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Ligne droite. De la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde.
Nous continuons cette table ronde sur l'industrie française avec Xavier Fontanet, ancien dirigeant du groupe Essilor entre 1991 et 2013, et Laurent Izard, normalien. Vous êtes agrégé de l'université en économie et gestion et auteur de La France vendue à la découpe et À la sueur de ton front, quand la mondialisation crée souffrance, chômage et insécurité aux éditions Artilleur. Vous nous parliez donc de l'industrie chinoise qui peut vendre donc des voitures à 5200 €, voitures électriques quasiment gratuites finalement. Oui, et puis c'est vrai pour les voitures, mais on pourrait faire le même constat, par exemple, pour les avions, l'aéronautique. La Chine va devenir un concurrent très important d'Airbus, de Boeing. Et on est confronté maintenant à une nouvelle dimension de la concurrence. Alors, si on veut réindustrialiser notre pays, parce que c'est ça aujourd'hui le sujet, il faut prendre en compte ces données. Et moi, ma conviction, c'est qu'on ne pourra pas le faire sans un minimum de protectionnisme. Xavier Fontanet, notamment sur la concurrence chinoise. Alors, si vous voulez, bon, Essilor, on a eu la chance de démarrer très très tôt. Alors, on a démarré dans les années 90, vous voyez, juste après l'ouverture de la Chine à l'économie par Deng Xiaoping. Et donc, on a réussi à marcher et donc on est archi-leader en Chine. Donc, dans le domaine de l'optique, je pense que l'hypothèse des voitures ne se pose pas. Bon, l'hypothèse des voitures, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Les Chinois en avance avec les batteries. Donc, la grosse bagarre, c'est la bagarre des batteries. Il ne faut pas enterrer Tesla, Volkswagen et Mercedes. Il ne faut pas enterrer. Je crois que la bataille, elle n'est pas encore faite, mais c'est sûr que c'est une bataille gigantesque et que les Chinois sont très bons. Les Chinois sont excellents. Alors, ce qui se passe quand même, si vous voulez, c'est que les rééquilibrages, c'est que les salaires ont beaucoup monté en Chine. Les salaires de Shanghai, maintenant, c'est quasiment les salaires de Detroit. Moi, quand j'ai connu il y a une trentaine d'années, les salaires dans les pays délocalisés, c'était 10%. En Thaïlande, c'était 7 fois plus bas, vous voyez. Bon, c'est en train de remonter. Alors, il y a les parties de Chine où c'est pas cher. Il reste des pays comme le Laos mais globalement, les salaires montent. Bon, le deuxième truc qui joue, qui est très, très important, c'est qu'il y a des changements dans les robots. Les robots qu'on connaissait il y a une quarantaine d'années, quand j'étais donc au tout début d'Essilor, étaient des robots assez coûteux, très peu flexibles. Et donc, dès que vous aviez des problèmes de petites séries, ça ne marchait pas. Et donc, aujourd'hui, on arrive tout à fait, avec des petites séries, à avoir des coûts très bas. Donc ça, c'est un facteur qui est assez bien pour relocaliser. Alors simplement, on évoquait l'idée des Français, des bas de gamme. Il faut que les Français aussi apprennent à payer plus cher des produits de très grande qualité, parce que la délocalisation, personne ne le dit, mais c'est le client qui délocalise. Vous comprenez ? Je crois que les économistes n'ont pas assez expliqué. Ce n'est pas l'entreprise qui délocalise, c'est le client qui commence à acheter un produit moins cher. Tout le textile, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les technologies du textile sont passées de l'Europe à l'Asie par le biais des fabricants de machines qui ont vendu les machines et qui ont donné les technologies. Bon, tous les engineering, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent les technologies. Donc, ces fabricants de machines qui ont fait les délocalisations. Et si des pays comme la Suisse ont gardé des industries dans des produits simples, c'est que le Suisse est prêt à payer plus cher un produit de très grande qualité, ce que ne fait pas le Français. Vous comprenez ? Donc, tant qu'on n'aura pas compris que c'est d'abord le client qui délocalise, on pourra toujours continuer. Et évidemment, le bouc émissaire, ce sera les boîtes et les patrons. Mais ça, c'est une mauvaise analyse. Et là, je parle pour tous mes collègues, et j'en ai beaucoup qui ont vécu des mondialisations. Il faut expliquer que c'est le client qui délocalise. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne raisonnera pas. Voilà un petit peu le point que je veux faire. Mais maintenant, on a une grande bagarre. Il est sûr que les Chinois vont entrer. Mais il ne faut pas non plus laisser... si vous les Européens, vous avez Airbus, ils ont quand même cogné Boeing. On va attendre les Chinois sur les avions. On va voir. Bon. Et puis, dans les voitures, les Chinois sont dangereux par l'électrique. Mais attendez les coups de Volkswagen. On va voir. Mais c'est une vraie bagarre qui arrive. Il y a maintenant un grand joueur de plus qui est la Chine. Et c'est la Chine qui a le plus gros marché local. Donc maintenant, le jeu, il a changé. Donc il faut être très fort en Chine. Voilà, c'est mon avis. Laurent Izard, là-dessus, c'est le client qui délocalise. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a une chose très intéressante qui a été dite, c'est la question de la flexibilité et de l'agilité des entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, un des facteurs qui permet d'envisager la relocalisation, c'est effectivement le changement de dimension industrielle. Aujourd'hui, on a un besoin davantage de proximité, de réactivité des entreprises. Et c'est vrai que moi, je constate qu'il y a de nombreux groupes qui avaient délocalisé, notamment en
Chine, mais pas qu'en Chine, qui sont en train aujourd'hui de relocaliser. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes de qualité qui subsistent, qu'il y a des problèmes de réactivité, de flexibilité, de coûts de transport. Il y a la contrainte écologique aussi, parce que effectivement, ramener des produits qui viennent de très loin, il y a un coût écologique. Donc, on a, je dirais, des raisons aujourd'hui d'espérer, de penser que la réindustrialisation de la France est quelque chose d'envisageable. Alors effectivement, il y aura peut-être des coûts et donc des prix supérieurs. Et là, je partage tout à fait l'analyse qui a été faite. Il y aura un prix à payer. Et donc justement, on va aussi parler, vous avez parlé de la Chine, il y a aussi l'arrivée des Émiratis dans l'industrie française, mais évidemment, il y a aussi les États-Unis, d'après donc Frédéric Pierucci, qui est l'ancien cadre chez Alstom, qui a fait 2 ans de détention aux États-Unis, qui a été considéré comme un otage d'une guerre économique donc entre les États-Unis et la France. Lui, il nous dit que l'objectif des États-Unis, c'est de mettre tout le monde sous juridiction américaine. Oui, il y a un processus, c'est clair. L'extraterritorialité du droit américain nous coûte cher. Nos grands groupes ont payé des amendes fantastiques, ça s'évalue en milliards maintenant de dollars. Voilà, pour correspondre aux standards américains, sinon ils perdent le marché américain, ils perdent le dollar, donc ils perdent la vie en fait. Voilà. Alors, effectivement, moi, je crois qu'il y a une certaine hégémonie américaine qui passe par l'extraterritorialité du droit, mais aussi par d'autres facteurs, et qui est vraiment aujourd'hui un réel problème. Je pense qu'il y a aux États-Unis, si vous voulez, une espèce de benchmarking, c'est-à-dire d'analyse globale de tout ce qui se fait en économie dans le monde et qui conduit les Américains à racheter, par exemple, toutes les entreprises qui sont légèrement en avance technologiquement par rapport à eux. Et on l'a vu en France, notamment par le rachat d'entreprises françaises qui étaient prometteuses par des brevets, par des technologies nouvelles et qui sont passées sous la coupe américaine. On a parlé récemment de la TECOR, c'est un exemple parmi d'autres, mais cet exemple il est assez intéressant parce que la TECOR développait une technologie qui était extrêmement intéressante, le Wi-Fi qui remplacerait le Wi-Fi à terme et qui pourrait être très intéressant dans l'industrie aéronautique. Voilà, la TECOR est partie maintenant, est une entreprise américaine. On a dit que l'emploi était garanti en France et moins de 2 ans après, qu'est-ce qu'on constate ? Que l'usine de Toulouse va être délocalisée au Mexique. Voyez, donc ce processus, il est multiplié à l'envi et il nous coûte très cher. Xavier Fontanet, on est en guerre économique avec les États-Unis. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, c'est pas du tout bisounours. Oui. Il faut bien expliquer ça aux jeunes Français. Alors, ce que je tends à dire, c'est que moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 40 ans avec les Américains, avec des Européens, avec des Japonais, etc. Je crois que les Européens, on a quand même des talents, si vous voulez. Un des trucs qui montre le talent des Européens, pour moi, c'est paradoxal, c'est tout ce qui s'est passé au début du siècle dernier, avec la découverte de la relativité générale et donc la physique quantique. Donc, vous aviez donc tous les Européens, les Italiens, les Allemands, les Français, les Danois, les Anglais, ont créé cette espèce d'ensemble extraordinaire qui a trouvé la relativité, vous voyez. Alors, malheureusement, à cause de la guerre de 39-45, tout ça, c'est parti aux États-Unis. Les guerres en Europe, ça a été une catastrophe. Quand vous regardez, l'Europe, c'était plus de 50% du PIB mondial en 1900. Et la conjonction des 3 guerres a été une catastrophe absolue, si vous voulez. Alors, je pense que l'Europe a des talents assez extraordinaires de créativité, et on est très différents. Vous voyez, les Français et les Allemands, on est complètement différents. Les Allemands sont extrêmement rigoureux, obéissants. Le Français est créatif et désobéissant. Quand vous les faites travailler ensemble, ça fait des merveilles. Airbus, qui est quand même leader mondial et qui est en train de cogner Boeing un bon coup. Bon, alors on attend le Chinois sur ce truc-là. Eh bien, c'était grâce à ce que les Allemands et les Français se sont bien entendus sur le plan industriel pendant très longtemps. Et donc, quand on arrive... Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de force en Europe. Simplement, il faut être très conscient que c'est pas bisounours. Et donc, les sujets, alors il y a les droits de douane à voir. Et c'est sûr que quand les concurrents ont des comportements pas normaux, moi, ça me choque pas de... Alors, moi, je parle plus de réciprocité, vous voyez. La grande chose qu'on apprend en Chine, c'est la réciprocité. Je prends réciprocité, faire gaffe aux technologies. Il faut donner le goût de l'industrie aux jeunes. C'est pour ça que je pense que l'apprentissage est absolument clé. Le modèle pour nous, c'est la Suisse. Les Suisses encore mieux que les Allemands. Pourquoi ? C'est parce que les enfants, à 12 ans, ils peuvent choisir entre le professionnel et la filière générale, et la filière professionnelle n'est pas à la même dignité que la filière générale. Vous comprenez ? Donc là, vous avez des tas, et les gosses sont absolument géniaux.
Et donc, quand vous avez des tas de gosses qui commencent à travailler tôt en entreprise sur de la technique, vous avez des tas d'idées qui arrivent et donc vous recréez un tissu industriel. Donc, je pense que ça commence par l'école, mais il faut aller très tôt et il faut surtout que la filière générale ne soit pas. Oui, il ne faut pas que la filière professionnelle soit ceux qui ont loupé en général. Je donne des cours là, actuellement avec une université virtuelle, des cours de stratégie à des jeunes gens qui sont sortis de l'économie, qui sont en économie agricole, ils sont sortis de la voie générale. À 30 ans, ils ont des beaux jobs. C'est des gosses géniaux, complètement géniaux, sur la technique agricole, vous voyez. Et donc, moi, je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Et puis, il faut aimer l'industrie. Hein, parce que les gosses, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être dans la com et dans le foot. Bon, il faut expliquer que... Oui, vous demandez une classe, je donne des cours à des gosses de 10 ans, pour leur essayer de leur vendre les stratégies. Vous voyez, je leur fais du BCG. J'arrive à expliquer le concept BCG à des gosses de 10 ans. Je vous assure, ces enfants sont géniaux. Mais simplement dans la classe, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être footballeurs ou présentateurs télé. Voilà. Donc il faut redorer l'image de l'industrie, vous voyez. Et c'est pas en disant c'est les élites qui ont abandonné. Là, on tape sur l'image des patrons et il y a des patrons absolument géniaux. Il faut redonner la parole. Enfin, je ne veux pas dire à des gens comme moi parce que c'est crâneur, mais je vous assure, il y a une centaine de gars, des garçons et filles. Donnez-leur la parole. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Et le livre, il a un énorme succès. On me demande énormément de conférences, vous voyez, parce qu'on raconte des histoires. Et c'est des histoires humaines. C'est pas du capital, c'est que des histoires humaines. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc, donnez, comme vous le faites, il faut donner la parole aux opérationnels, au boulot et retraités. Ça peut changer les images. Faut faire aimer l'industrie, vous dites, et Laurent Isard, il faut faire aimer l'industrie, mais aujourd'hui, il y a aussi un changement de vision de l'industrie. Avant, on avait des ambitions, c'est-à-dire l'autonomie énergétique avec le nucléaire, il y avait le TGV, il y avait la conquête spatiale. Et aujourd'hui, l'industrie, elle est plus influencée par cette vision, mais plutôt influencée par une vision libérale, plutôt mondialiste, aussi influencée par des cabinets de conseil anglo-saxons. Oui. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les grands succès que vous avez évoqués, notamment dans le TGV, etc. ou autres, ils ont été portés par des grands patrons d'industrie qui ont fait un travail extraordinaire. Ça n'a pas été, comme on l'a dit parfois, totalement impulsé par l'État, si vous voulez. Si c'est l'État qui planifie tout et qui décide tout, on va à l'échec, nécessairement. L'État, par contre, peut accompagner, peut aider. Mais toutes les grandes réussites, que ce soit Dassault, que ce soit dans les télécoms, que ce soit dans le nucléaire, au départ, ce sont de grands patrons d'industrie. Voilà. Alors, ça, c'est une chose très importante. Alors après, faire aimer l'industrie en France, oui, ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Et moi, je dirais qu'il faut faire aimer, effectivement, par les jeunes, et je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, mais il faut faire aussi aimer l'industrie par les Français en général. Parce qu'il faut savoir que, quoi qu'on fasse, et qu'il y ait, je dirais, une impulsion de l'État, elle existe aujourd'hui, qu'il y ait des conseils, des grands cabinets de conseil, ça existe aujourd'hui, effectivement, mais je crois qu'une des clés, c'est de faire accepter aux Français l'idée même de la réindustrialisation. Vous savez, c'est très concret, hein. Réindustrialiser, ça veut dire plus d'usines, ça veut dire plus de cheminées, ça veut dire plus de camions, il faut accepter ça, au fait. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui que les Français soient prêts à accepter. Vous voyez, donc il y a tout un travail à faire, je dirais, de communication, mais aussi d'explication pour faire aimer l'industrie, parce que l'industrie, c'est la source première de création de richesse. C'est l'industrie qui permet de ne pas avoir une balance commerciale totalement déséquilibrée comme c'est le cas aujourd'hui. Voyez, donc c'est vraiment quelque chose de central en économie. Mais alors Xavier Fontanet, est-ce qu'on peut faire aimer l'industrie justement sans grande vision? C'est-à-dire, je reviens là-dessus, l'autonomie énergétique, le TGV, la conquête spatiale, aujourd'hui on en est loin quand même. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, à savoir qu'effectivement, les grands succès, c'est des personnes. Je pense qu'il faut expliquer que c'est des personnes. Hein. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est une aventure humaine. C'est ça qui fait que ça a marché. Donc là, j'ai parlé de l'équipe, vous voyez. Je suis aussi tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut faire de la pédagogie, de l'économie à tous les Français. C'est absolument pathétique tout ce qu'on entend. Donc, c'est très, très bien de donner la parole. D'ailleurs, moi, je vous propose de faire un cours de stratégie avec Radio Classique. Hein. On fait des petites émissions d'1 quart d'heure. Et en 1 an, je forme tout le monde. Ça vous amuse, hein, on fait des jolis petits bijoux. Après, ça peut faire des bouquins. Alors, si vous voulez, le point le plus important, réagir sur les politiques industrielles. Je crois que le monde a changé. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, même moyennes, ont des stratégies mondiales. Donc, c'est les entreprises qui décident où elles s'installent. Et moi, je me rappelle très, très bien, déjà chez Beneteau, on avait monté une usine aux États-Unis.
Et avec Madame Roux, la présidente de Beneteau, on avait fait toutes les États-Unis pour savoir où on se mettait. Et on s'est installé dans les pays les plus attractifs, parce que les régions n'étaient pas toutes aussi... Et on s'est mis en Caroline du Nord. Pourquoi? Parce que ça nous a semblé un endroit business friendly, vous voyez. Et donc, je pense que le grand sujet, c'est que les gens comprennent qu'on est dans un monde d'attractivité. Maintenant, c'est plus des histoires de politique industrielle. Vous avez vu les chips. Vous avez vu les masses que vous mettez les trois grands des chips, ils mettent 100 milliards de dollars de masse. L'Europe met 50. Donc les grosses boîtes sont beaucoup plus grosses que les États. Donc les politiques, en fait, maintenant, il faut devenir attractif. Et donc attractif, c'est créer un terreau. Ça passe par la pédagogie. Et puis ça passe par la facilité. Ce qui se passe actuellement avec les grèves, c'est catastrophique. Les syndicats qui défendent l'emploi ne se rendent pas compte qu'ils les dézinguent. Parce que quand vous avez eu toutes les grèves, etc., nos valeureux policiers, on leur envoie les cocktails Molotov dessus. Mais attendez, vous êtes un Américain et vous décidez une usine en Europe, où est-ce que vous la mettez? Ben, vous la mettez à Berlin. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec Berlin. Ils ont ramassé Tesla et ils ramassent Intel. Tesla, c'est 4 milliards. Intel, c'est 10 milliards. La seule ville de Berlin a piqué 14 milliards. Ça doit être 10 fois les investissements en France. Pourquoi? Parce que Berlin, en matière d'éducation, c'est fantastique et c'est business friendly. Et donc, le vrai boulot maintenant, c'est de devenir business friendly. Je crois que les politiques industrielles des États, il n'y a plus les sous, en plus surendettés. Il faut devenir sympa, voilà. Et arrêter de faire des grèves. La CGT avec les ports, une catastrophe, si vous voulez. Et les médias le disent pas assez. Et moi, je vais me faire engueuler. Je le sais, sur Twitter, je vais me faire démolir. Mais il faut commencer à dire ça. Alors, Laurent Isard, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, juste pour dire une chose, c'est que, bien évidemment, les stratégies aujourd'hui des grands groupes ou même des groupes moyens sont des stratégies mondiales. Et c'est évident qu'il faut être attractif. Maintenant, un petit bémol quand même, je pense qu'il y a un enjeu qu'on n'a pas évoqué, c'est l'enjeu de la souveraineté. Et il est extrêmement important. Je pense qu'on a un travail à faire là-dessus parce qu'on s'est rendu compte avec les crises récentes que la souveraineté industrielle, c'était une condition de la souveraineté politique, si vous voulez. Or, dans certains domaines, on est devenu dépendant aujourd'hui de pays qui ne sont pas forcément des pays amis. Et je considère que c'est quand même un enjeu extrêmement important pour la réindustrialisation de la France. Il faut accepter éventuellement un rôle un peu plus actif de l'État dans ce domaine pour conserver en France ou pour accueillir en France des entreprises qui présentent un réel intérêt stratégique pour notre pays. Et intérêt stratégique, ça ne veut pas dire seulement militaire. Ça peut être un intérêt stratégique économique. Et là-dessus, peu à peu, les choses évoluent. On a le processus IEF aujourd'hui qui permet à Bercy, par exemple, de bloquer des rachats d'entreprises françaises par des investisseurs étrangers. On a aujourd'hui une prise de conscience un petit peu des impératifs de souveraineté. Donc les choses évoluent dans le bon sens. Mais il faut aller un peu plus vite. Alors, je voulais revenir sur l'énergie et puis sur le prix de l'énergie, évidemment, qui impacte notre industrie. Le laboratoire d'idées, la fabrique de l'industrie, pour lui, c'est une des trois causes qui causerait donc la fin de l'industrie française. Et donc Xavier Fontanet, il ne peut y avoir d'indépendance nationale en termes d'industrie si nous n'avons pas d'indépendance nationale en termes d'énergie. On avait notamment le nucléaire qui nous permettait une certaine indépendance. Alors aujourd'hui, comment se fait-il que nous ne sommes plus indépendants énergétiquement et quel est l'impact de cette dépendance énergétique par rapport à des pays étrangers? Alors, si vous voulez, premier point, si vous voulez, sur la question de souveraineté, personnellement, moi, je suis un Européen convaincu. Et moi, je pense que maintenant, la France est beaucoup trop petite. Alors, moi, c'est très clair, c'est au niveau de l'Europe. Et pour que l'Europe se fasse, il faut que la France soit écoutée. Et avec tous les déficits qu'on a, l'absence de réforme, je vais vous dire, la France n'est pas écoutée. Moi, je connais très, très bien le monde allemand, le monde hollandais et les Scandinaves, pour y avoir beaucoup travaillé. On n'est pas crédible. Et maintenant, l'Italie va nous passer devant. Et on sera crédible quand on sera réformé. Donc, je pense qu'il faut un grand coup de balai. Et bon, alors le nucléaire, c'est un bel exemple dans lequel l'intervention de l'État était catastrophique, parce qu'on a confondu politique et État, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé? On a acheté des votes, on a dézingué le programme nucléaire pour acheter des votes. Donc, il faut apprendre aux Français à distinguer l'État du politique. Et alors, tout ça, ça a été mélangé. Et on a dézingué un des fleurons. Vous imaginez, j'ai regardé
EDF, en 1980, la CAPI, c'était 100 milliards. Vous voyez? Et aujourd'hui, EDF devrait valoir au moins 500 milliards quand on voit ce qu'a fait le 440. Et ils sont à 50. Donc on a divisé par 10 la valeur. On est compte le désengage du truc. On avait un leader mondial. Bon, alors l'Europe n'a pas été géniale. Et je veux dire, les Allemands n'ont pas été géniaux parce qu'ils étaient jaloux. Si on parle cash, ils étaient jaloux d'EDF. Ils étaient ravis de le casser. Donc je pense qu'il y a eu des gros dégâts de ce côté-là. Mais c'est pas. Maintenant, il est temps. On peut reprendre les choses quand même. Hein. Mais donc moi, je ferai assez gaffe. Et évidemment, ce nucléaire. Alors on a une grosse. On peut retrouver l'avance nucléaire. Hein. Mais moi, je dis des trucs idiots, mais je faisais un cours de stratégie à l'école des mines. Et alors, il me disait, Fontanet, qu'est-ce que vous feriez? Alors moi, je vous dis un truc énorme, mais c'est pour faire réfléchir. Je ferai racheter EDF par Total. Le Total a largement le fric pour le faire. Et je fais une JV avec Max Planck Institute sur la fusion nucléaire. Je pense que la fusion nucléaire, elle est peut-être plus proche qu'on croit. On a ITER, et il y a plein de trucs qui sont en train de se faire dans le monde. Je suis sûr que si on met les génies français et les génies allemands, et notamment Max Planck, on est capable de reprendre le dessus. Alors là, je vous dis, là, on commence à faire du vrai business. On fait un gigantesque business. Bon, il y a ça. Il y a un deuxième truc sur lequel on peut jouer énormément, c'est puisqu'on est sur l'énergie, c'est la méthanisation. On a poussé énormément le solaire et l'éolien. Il se trouve que moi, grâce à mes cours en Bretagne, je suis tombé sur les trésors de méthanisation. On méthanise les effluents. Eh bien, tenez-vous compte, quand on calculait, on a des énergies beaucoup plus grosses qu'avec le solaire et l'éolien. On est passé à côté de ce truc. Alors que Français et Allemands, on a de quoi faire les leaders mondiaux de méthanisation. Et Total, qui est très malin, a commencé à se lancer. Donc, il y a des tas de domaines dans lesquels l'Europe peut prendre des dessus. Mais simplement, c'est une question de psychologie. Et je suis d'accord avec mon interlocuteur, ça passe par la pédagogie de tous les Français. Hein, à l'école. Et puis, il faut que les gens... et c'est une question de micro. Parce qu'on passe tout le temps le micro à des gens qui cassent, qui disent ce qui ne va pas. Et là, on est en train de dézinguer le peuple à cause de à qui on donne le micro. Vous voyez? Et malheureusement, ce sont des systèmes de publicité, c'est tous les robots de publicité qui poussent à donner le micro à des gens qui vont foutre le bordel, parce que ça fait vent. Et là, il y a un énorme sujet, c'est regarder quels sont les modèles mathématiques qui sortent des régies publicitaires et qui influencent l'invitation des gens. Voilà. Parce qu'on va faire venir Mélenchon parce que ça fait du chiffre. Vous voyez? Et donc, on dézingue les Français avec ça. Donc, moi, je crois qu'il faut que les économistes réfléchissent là-dessus. Parce que moi, je suis du terrain. Il faudrait regarder les invitations dans les émissions de radio et de télé et mettre plus de grands industriels. Laurent Isard, ça vous fait sourire, acheter EDF par Total, oui, notamment? Non, pourquoi pas. Non, mais je partage tout à fait le constat qui a été fait. Mais il faut écouter ce qui s'est dit sur la commission d'enquête parlementaire sur l'énergie. On a décidé d'abandonner le nucléaire sur la pression politique, des écologistes notamment, sans prévoir un plan B. C'est quand même absolument incroyable quand on revient dessus, c'est quand même récent. Je veux dire, l'État a quand même fait depuis 20 ou 30 ans des bêtises absolument incroyables. Et moi, je pense que l'abandon de la filière nucléaire, c'en est une. Le fait de passer au tout électrique sur l'automobile, alors qu'on a un retard considérable sur les Chinois, sur les batteries, etc., et qu'on était en avance sur les moteurs thermiques, on avait beaucoup de brevets qui étaient excellents. Voilà, je pense que c'est une erreur. On a multiplié ce genre d'erreur. Alors, il faudrait un peu plus de rationalité économique dans les décisions politiques. Alors, on n'aura pas le temps de parler de tout parce que cette table ronde est passionnante. Rajoutez du temps, reprenez un quart d'heure. Alors on a vraiment 2 minutes. Sur la tyrannie. Voilà, ça y est. Bon, ok. Ça y est. Bon. Je voulais parler quand même de l'industrie verte parce qu'on a parlé donc de l'IRA, l'Inflation Reduction Act. Donc ce sont des subventions américaines pour promouvoir c'est du protectionnisme. Des technologies propres. Voilà, c'est du protectionnisme américain. Déguisé sous couvert de verdure. Oui, voilà, c'est ça. C'est du protectionnisme. Il y a la taxe carbone aussi. Et puis il y a Bruno Le Maire qui ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté numérique et industrielle. Donc il y a le futur projet de loi de l'industrie verte qui veut donc des pompages chaleur, de l'hydrogène décarboné. Il veut une réduction aussi des émissions de gaz à effet de serre. Alors Xavier Fontanet, est-ce que une industrie verte est possible? Est-ce qu'elle est souhaitable? Ah oui, non, mais je pense tout à fait. Je vous avais indiqué le grand projet ce serait marrant de faire circuler l'idée de EDF, parce que ce qu'on a tous dit, c'est qu'on dit qu'il faut que l'État fasse de la politique,
industriels, mais quand on a regardé ce qu'ils ont fait depuis 50 ans, c'est une catastrophe. Hein. Et en plus, si vous voulez, au lieu de même s'occuper de leur terrain, qui est des dépenses publiques et contenir la dette, donc c'est beaucoup plus sympa d'aller inaugurer un truc et faire des grands baratins sur la stratégie, et puis pendant ce temps-là, on laisse la dette grimper. Donc moi je dis, chacun son champ, les vaches sont bien gardées. Donc qui commence à nous baisser les dépenses publiques, à rembourser la dette, parce que la dignité d'un pays, c'est la dette, hein. Et puis je pense qu'il y a suffisamment de gens dans l'industrie qui sont capables de faire des grandes stratégies. Et je crois que c'est vraiment un sujet de... il faut l'industrie aux industriels et la politique aux politiciens. C'est beaucoup trop facile d'aller couper un ruban d'usine en disant bravo, blablabla. Et pendant ce temps-là, on laisse les dépenses courir. Vous comprenez ? Le vrai boulot de l'État, maintenant, c'est de baisser ses dépenses. Et alors, je crois qu'il y a l'éducation nationale. Il faut revoir complètement les cours d'économie. Parce que moi, je me suis passionné de ça depuis que je suis à la retraite. Alors, je ne sais pas si mon collègue connaît ça beaucoup mieux que moi, mais j'ai pris les cours de seconde, première, terminale. C'est pas de l'économie, c'est de la sociologie. Bon, vous avez le père Bourdieu qui constamment explique que, cher ami qui m'interviewez, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes le fruit de la classe sociale d'où vous êtes. Vous voyez ? Bon. Alors, quand on commence à expliquer que la personnalité n'existe pas, alors que c'est le génie individuel qui fait les boîtes, on dézingue tout. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur les cours d'économie. Hein. Alors moi, j'ai fait mon BFM stratégie qui a un gros succès. Les émissions sont utilisées par des professeurs. Mais je crois qu'il faut remettre à plat les cours d'économie. C'est absolument... On dézingue les gosses en leur faisant écouter ça. Alors que vous prenez des jeux de stratégie, vous prenez les enfants de 10 ans, vous allez voir, ils sont capitalistes, les gosses. Ils comprennent l'économie de marché. Ils comprennent. Donc c'est du gâteau. Mais encore faut-il le faire. Laurent Izard, en 30 secondes, l'industrie verte, c'est finalement du protectionnisme déguisé. Ah non, pour les États-Unis, pour les États-Unis. Oui, je pense que ce mécanisme qui a été mis en œuvre aux États-Unis a une visée avant tout protectionniste. Et le risque, c'est de voir des entreprises françaises et européennes partir aux États-Unis pour profiter des avantages fiscaux qui sont liés à ce programme. Bon, maintenant, je pense que... Et on peut s'en imprégner, on peut... c'est-à-dire s'en imprégner. Ça peut être un modèle aussi pour la France. Alors, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, si on veut véritablement réindustrialiser notre pays, on ne peut pas faire l'impasse sur la question de la décarbonisation, de l'économie. Alors, il y a certaines personnes qui y croient, d'autres qui y croient moins, il y a un débat là-dessus, mais la réalité, c'est que c'est tellement une thématique en vogue qu'elle est devenue incontournable. Et puis en plus, ça peut être créateur d'emplois, créateur de richesses. Donc, c'est effectivement un facteur important pour la réindustrialisation de notre pays. Merci beaucoup, Laurent Izard. On rappelle que vous êtes normalien, vous êtes auteur de La France vendue à la découpe et de À la sueur de ton front, quand la mondialisation crée souffrance, chômage et insécurité aux éditions L'Artilleur. Et puis merci beaucoup Xavier Fontanet, vous êtes l'ancien dirigeant du groupe Essilor et vous êtes auteur du livre Conquérir le monde avec son équipe, la fabuleuse histoire d'Essilor aux éditions Menitora. Merci à tous les deux.